je vais vous parler de la plaine du Hakkar aujourd'hui. Plusieurs sites de la plaine du Hakkar ont fait l'objet de sondages et de fouilles depuis la célèbre mission de Phénicie d'Ernest Renan, 1864. Il a fallu attendre les 2 dernières décennies pour que leurs résultats soient interconnectés et exploités de façon systématique. Ça marche. Jean-Paul Thalmann, directeur de la mission française de Tel Arqa, un des tels les plus imposants sur la côte syro-palestinienne et le seul à offrir une séquence stratigraphique allant de la fin de l'époque Uruk jusqu'au temps de l'administration ottomane, a su reconstruire l'histoire de l'occupation humaine de la plaine à travers le bronze ancien et le bronze moyen. Il relève du schéma qu'il propose que celle-ci s'articule, ou s'est articulée plutôt, autour de 3 centres majeurs, de rang A dans sa terminologie, à savoir dans la partie libanaise, c'est mieux pour vous, dans la partie libanaise, Tel Arqa, l'Irkata des sources amardiennes, dans la partie syrienne de la même plaine, Tel Jamous, dont le nom est très moderne, parce que les buffles dits Jamous n'ont été importés qu'au début du siècle dernier. Et enfin, l'imposant Tel Kazel, sans aucun doute maintenant à identifier avec la cité de Soumour, de nouveau des textes amardiens. Alors, si nous redescendons dans la partie libanaise de la plaine, vous voyez encore un grand tel ici qui ne figure pas sur la carte de Jean-Paul Thalmann et dont je vous parlerai aujourd'hui, ainsi que d'une installation de rang B sur l'autre rivage du Nahr el-Baret, appelé le site 28, toujours dans la terminologie de Jean-Paul Thalmann. Alors, il y a des plus petits sites qui figurent sur cette carte, qui sont soit des ports riverains comme Laha près de Soumour, ou comme Amrit en face d'Arwat, et pour suivre donc ce site 28 sur la rive droite du Nahr el-Baret, dont le nom dérive d'ailleurs de Libirta, des archives d'Amarna, est actuellement en cours de fouille. Pour ce qui en est du nom de ce fleuve, je vous ai fait cette espèce de synopsis très schématique. Nahr el-Baret, ça veut dire le fleuve froid. Or, il est plus froid que les autres rivières du Hakkar, donc il est beaucoup plus vraisemblable qu'il retient le nom du site 28, appelé Ibirta à l'Antiquité. Le sujet de ce colloque fournit une occasion opportune pour poursuivre notre série de notes sur la toponymie et la topographie historique de cette plaine que nous avons récemment proposée avec Henri Loffet comme le berceau du pays d'Iaï, en d'autres termes le paradis de Sinué à l'ombre de Kedem. Cette présentation de nouvelles données et d'interprétation de documents antiques n'a nullement l'intention de provoquer une polémique. Bien au contraire, nous espérons vivement pouvoir bénéficier de l'expertise des spécialistes des textes égyptiens, acadiens et hittites réunis ici pour examiner le bien, voire le mal fondé de mes propositions. Alors voilà, lors des fouilles de Sidon est apparu ce sceau du type scarabéoïde au nom d'un Zadokra, aimé de Setbal, seigneur d'Iaï, donc du royaume d'Iaï. Vous avez ici les références pour ce pays dans les textes d'Amenemhat III et les textes d'exécration. Et pour le discours sur l'identification, je vous renvoie à mon article dans Art and History of the Lebanon, que je peux vous envoyer en PDF. Donc, on a récemment eu
l'occasion de rouvrir le dossier d'Ibirta, toponyme bien connu des archives arméniennes, en localisant cet endroit sur la rive droite de l'estuaire du Nar el-Baret, qui en tire son nom donc, comme d'ailleurs plus tard le mutatio brutium de la tabla poitingeriana que je vous ai montré tout à l'heure. Comme le tel est talé sur la rive gauche du Nar el-Baret, le choix de son emplacement était sans doute dicté par la présence d'une terrasse naturelle. Après l'arasement des décombres du camp palestinien du Baret, qui s'était implanté là dès 1948, une mission de la Direction générale des Antiquités sous la direction d'Ibrahim Kowalti a corroboré dès 1948, dès 2007, l'ancienneté de ces sites avec une succession de couches d'habitation ininterrompues allant de l'époque chalcolithique à la nôtre. Il est concevable que cet avant-poste stratégique de l'ancienne... Non, on m'a montré les dessins cet été dans le cadre de nos fouilles à tir de plusieurs amphores retrouvés in situ qui sont du même type que les amphores déjà attestés à Cazel pour l'époque du 8e siècle. Il est concevable donc que cet avant-poste stratégique de l'ancienne Oulaza, au nord du Nar el-Baret, fut englobé graduellement par l'extension de l'orthosia de l'époque hellénistique. Les fondations de cette dernière installation, baptisée d'après une épiclèse d'Artémis, doivent être cherchées sur la rive gauche du Nar el-Baret, où les champs entourant l'imposant tertre artificiel que je vous ai montré ont des dimensions de 7 hectares et une hauteur de 25 mètres de hauteur. Et je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais on était toujours ici, enfin soit. Le Teletalet est pour sûr à identifier avec Orthosia, ou la première fondation d'Orthosia, dont témoignent les champs entourant le tel et appelé de nos jours toujours Aretz Artusi. Selon la traduction araméenne de Zeb, il s'agirait plus spécifiquement d'une fondation de la ville de Simira, ce qui n'est point étonnant en vue des liens ancestraux entre cette ville passée alors sous administration séleucide et Oulaza au bronze récent. C'est dans ce sens que les témoignages d'Hippolyte et du chroniqueur Georges de Sénel, donc vers 810, ont d'ailleurs été interprétés en ajoutant que les soi-disant Sinites de la Genèse 10, 15, 18 sont au fait les ancêtres des habitants d'Orthosia, qui correspondraient ainsi à l'emplacement de la ville biblique de Sin. Quoi qu'il en soit, cette fondation émanerait donc d'une initiative séleucide, plutôt qu'antijonide, voire ptolémaïque, ce qui semble corroboré par ses émissions monétaires vraisemblablement frappées à Tripoli et datées en effet d'après l'ère séleucide. Elle pourrait monter au début du IIIe, voire même vers la fin du IVe siècle avant notre ère, et suit apparemment un même scénario observé sur d'autres lettres archéologiques de la côte lévantine, avec, comme à Arca, à une dizaine de kilomètres de là, d'abord l'occupation du sommet d'un tel, en suivant une logique stratégique millénaire, suivi de la création d'une ville basse dans une deuxième phase. Donc ici, je compare la situation avec celle de Tel Arca. Un trésor monétaire retrouvé à l'embouchure du Nar el-Baret illustre cet épisode dont le livre des Maccabées garde la mémoire. Après avoir englobé dans le territoire iturien au début du 1er siècle avant notre ère, et libéré ensuite par Pompée, Antonin légua Orthosia à Cléopâtre VII,
inaugurant ainsi une éphémère ère lagide en 37-36 avant notre ère. Au revers des frappes monétaires, la statue d'une Astarté locale, couronnée du croissant lunaire, est représentée dans un chariot tiré par 2 félins. La montagne des léopards, Jabal Terbal, au sud-est d'Orthosia, connue du Cantique des Cantiques 4-8, et plusieurs témoignages de voyageurs, nous rappellent en effet que la plaine du Hakar et le Piémont étaient peuplées d'animaux sauvages tels que l'ours syrien, le léopard des chasses, plutôt donc l'Acinonyx jubatus selon Andrillers, et sa proie Felis chaos furax ou chat de marais. Compte tenu de l'histoire d'Ulaza, cette variante iconographique sur le motif du chariot de Cybèle tiré par des lions pourrait fort bien être l'écho d'un motif particulier du bronze récent, sinon via un détour. L'histoire d'Orthosia continua par après, durant l'époque romaine, lors de laquelle elle semble avoir partagé avec le tel d'Arca voisin un sanctuaire de montagne à Fneidik, près d'une des sources du Narlbaret, à 1200 mètres d'altitude, sur la route de Hermel et Baalbek, où était vénérée une triade composée de la Vénus Lugens, flanquée de 2 sphinx, Jupiter, ou Baal, Jupiter, et Mercure héliopolitain, remplaçant Osiris, qui survit en effet dans l'onomastique régional. Une telle triade, calquée sur le modèle héliopolitain et composée de Jupiter, d'une Vénus et d'un jeune dieu local, se retrouve aussi sur les monnaies d'Orthosia et d'Arca sous les Sévères. Plusieurs détails iconographiques, comme les sphinx, les coiffes et la harpée, trahissent une tradition régionale remontant elle aussi au bronze récent. C'est au fait la seule ville phénicienne qui remonte aussi loin pour illustrer ses origines lointaines. Au 1er siècle, Saint-Pierre, prince des apôtres partant de Tripoli, s'arrêta brièvement à Orthosia. Je cite, « Comme presque tous les habitants de cette ville avaient entendu la prédication évangélique, il n'y séjourna qu'un jour et se rendit à Antarados. » On classera cette remarque comme une hyperbole, puisque le christianisme ne se répandra en force dans ces régions qu'à partir du IVe siècle, et cela largement grâce au sang des martyrs. La Tabula Peutingeriana place Orthosias, et pas Orthosia, entre Tripoli et Antarados, mentionnée pour la première fois par Ptolémée autour de 150. L'Anno Domini 320 voit le passage de Théophane, scolastique égyptien originaire d'Hermopolis Magna dans la Thébaine, en route vers Antioche avec sa suite. Les papyri du John Rylands Library nous apprennent que si le vin de Byblos avait déjà agrémenté les mets quotidiens, le régime alimentaire s'enrichit dès la traversée de la plaine du Hakar de figues, abricots, quetch, mûres et pêches. En 333-334, un pèlerin anonyme partant de Bordeaux et l'auteur présumé de l'Itinerarium Hierosolimitanum passe le gîte d'étape Mutatio Brutus sur la rive nord du Narlbaret à 4000 au sud-ouest d'Arca. Située sur la route Tripoli menant vers le nord, Orthosia était dorénavant aussi le point d'aboutissement de la route de Raphanée à Carion et d'Émétrias en passant par Arca, Césarée du Liban. Quelques 2 décennies plus tard, un prêtre du monastère de Saint-Timios
fut sacré à Orthosia comme Nilus par Léonce, évêque anoméen de Tripoli, vers le milieu du IVe siècle. Siège d'un épiscopat à l'époque byzantine, Orthosia est parfois appelée Orthosiada dans les sources contemporaines. En 451, l'évêque Phosphorus d'Orthosia est représenté au concile de Chalcédoine par son diacre Timothéos. Entre 512 et 518, un autre évêque orthosien du nom d'Étienne, contemporain de Pierre Libérien et partisan de Sévère, patriarche d'Antioche, lui-même baptisé à Tripoli et hôte du couvent de Pierre Libérien à Gaza. La contemporanéité des évêques Étienne et Pierre Libérien permet donc de préciser enfin, autour de 515, un autre événement lié à Orthosiada, comme le lieu de la découverte d'une urne en plomb contenant les ossements des martyrs Lucas, Phocas, Romanos et leurs compagnons. Ces derniers seraient apparus dans la vision du propriétaire du jardin, à côté du magasin à sel, en bordure de mer, sur la rive gauche du Nahr el-Baret, où Pierre Libérien, évêque de Gaza, fut hébergé lors de son passage. Son récit nous apprend également que le martyrium de l'église épiscopale de la Petite-Ville contenait déjà les reliques des martyrs Saint-Serge et Bacchus, ce qui, de Saint-Serge, explique aussi la popularité du nom Sarkis dans la région jusqu'à nos jours. Son successeur Nonos souscrivit la lettre synodique de la province maritime de Phénicie à l'empereur Léon Ier, dit de Thrace, au concile de Constantinople de mai 536 sous le patriarche Ménas. D'après le géographe anonyme de Ravenne, c'est vers le 7e siècle que la ville d'Orthosias devint Orthosiada, voire Orthosea, avec la première graphie reprise dans la cosmographie de Guido Pisanus. Les sources sur la première croisade se concentrent sur le siège avorté d'Arca, Archis, et le ravage de Tripoli. D'autres bourgades fortifiées de l'époque franque ont été signalées par des pèlerins comme Johannes Phocas, mais le plus souvent dépourvues des renseignements nécessaires pour les localiser avec quelques précisions. Or, avant 1157, Al-Idrissi, le géographe arabe de souche hamudienne au service du roi normand Roger II de la Sicile, mentionne Artusia comme le point septentrional d'un système de fortification bâti pour défendre Tripoli contre les attaques terrestres. Toujours au même siècle, les diocèses d'Orthosia, d'Arca et de Botris furent réunis à celui de Tripoli. Enfin, grâce aux actes de l'hôpital, nous savons maintenant que la famille des Gibelet-Poncelet succède à une dame flandine contemporaine d'Al-Idrissi, donc circa 1150, jusqu'en 1909 dans le fief dit d'Artusque, où il se partageait les eaux du Flumen Artusque avec les hospitaliers. Son identification avec Artusi Artesia est corroborée par la mention de Bafanie, l'actuel village de Bachine, en face de ces ruines disparues de nos jours. En 1345, un certain Arnaud, de l'ordre des frères mineurs, y fut nommé évêque latin par le pape Clément VI, dit le Magnifique, dans le cadre du projet d'une nouvelle croisade inspirée par la prise de Smyrne l'année auparavant. Restauré peu avant la Deuxième Guerre mondiale, le Khan dit d'Abdé sur la rive droite du Nahr el-Baret marque la reprise de cet endroit stratégique par les Mamelouks. En 1477, le sultan mamelouk Bourjit Qaïd Bey s'arrête au caravansérail d'Artusi et vante la qualité de l'eau potable, fait divers
qui nous procure cependant enfin une date antequem pour ce bâtiment. Quant à l'époque ottomane, enfin, il est tributaire du pacha de Tarablus, Tripoli, pour les taxes municipales. C'est d'ailleurs sous cette file que se concentreront désormais les récits des pèlerins. La cartographie occidentale, quant à elle, retient toutefois le nom d'Orthosia depuis les éditions des cartes de Jacobus Ziegler de 1500. Et vous voyez Orthosia correctement située entre Tripoli, les ruines d'Olaza et celles d'Amrit. Lors de l'épopée des voyageurs, Orthosia réapparaît dans la littérature, quoique le plus souvent confondu avec Tartous, suite à l'identification erronée de l'Éleuthère, l'actuel Narl-Kibir Ajnoubi. Aussi, la fontaine du serpent près d'Orthosia n'est pas à chercher au tel voisin d'Ahayat, mais bien à l'Ain el-Hayat, au sud du Ma'abet d'Amrit. Cette confusion est d'autant plus remarquable compte tenu du fait que les voyageurs de l'époque byzantine, tels un Burckhardt-Montillon, avaient bien reconnu Tortosa comme l'emplacement d'Antarados. Parmi les exceptions, citons le témoignage de Brosy de la Martinière, qui en 1726 situe Orthosia correctement entre Tripoli et l'Éleuthère, à la suite de l'abbé Pézeron, et là nous parlons déjà de 1705. Un missionnaire américain stationné à Beyrouth du nom de William Thompson nota qu'en 1845, l'hôtel situé à quelques minutes au sud du Nar el-Baret était appelé Burj Hakmoune el-Yahoudi, c'est-à-dire la tour du juif Hakmouni, avec des sarcophages qu'il qualifie de forme primitive à ses pieds. Il fit aussi une distinction nette entre ce tertre et les ruines d'une ville antique démantelée au nord du Khan el-Abdé en ruine dès le début du XVIIIe siècle et du Jisr Artusi, construit jadis par le sultan Mourad III. Pour les guides de voyage, le Baedeker mentionne le Brutus de l'ancien Itinerarium Hierosolymitatum par rapport au pont du Nar el-Baret, en ajoutant sur la rivière sud les ruines d'Orthosia et au nord un khan. En 1972-74, des prospections géo-archéologiques menées par Jean Sapin ont repéré des traces d'activité humaine dans la zone de l'embouchure du Nar el-Baret, datant de l'époque préhistorique, ainsi que des tessons datés du Bronze ancien I. Suite à une prospection de la plaine par Jean-Paul Talman, assisté de Michel El-Magdissi, 1989 et 1994, le champ de ruines au nord du Nar el-Baret est renommé site 28 et qualifié, comme je vous ai dit déjà, d'un tertre de rang 3, regroupant les 11 centres agricoles dépourvus de fortifications situés dans la partie libanaise de la plaine du Hakar, d'une superficie d'1 à 2 hectares et demi et d'une élévation de 8 à 20 mètres. Il convient toutefois d'y ajouter le tel au sud du Nar el-Baret, qui lui est du moins du rang 2 de par sa taille, son sommet aplati et la netteté de la ligne de rebord due à la présence d'un rempart utilisant la pente du tel comme un glacis. Ce type de fortification correspond à un système largement répandu sur la côte syro-palestinienne et en Syrie intérieure à partir du Bronze moyen. Bon, le but initial était de dresser un bilan sur la plaine du Hakar, mais en préparant cette intervention, j'ai trouvé tellement de renseignements sur Orthosia que je trouvais que le temps était là pour rendre hommage à ce site et son rapport avec le tertre en face. Donc, vous lirez la suite dans Bazor,
dans un article qui s'appelle « Amount of Many Names ». Et je vous répare maintenant l'énumération parce qu'on parle de 13 noms différents. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président.